de la clinique et de l'examen de ces patients de surface oculaire, selon les critères, les nouveaux critères du Dry Eye Workshop 2, donc du DUSE 2. Le DUSE 2 date de la fin 2017, donc tout récent. Et vous allez voir que les guidelines ont changé notre vision de la surface oculaire et de l'œil sec. Donc cette surface oculaire est, comme vous le savez tous, une entité anatomique très compliquée, très complexe, aussi bien dans son anatomie que dans sa physiologie. Et le film lacrymal l'est aussi et qui a une stabilité assez capricieuse et assez compliquée. Donc, pourquoi nous avons besoin de ces examens complémentaires dont nous allons parler aujourd'hui, puisque nous sommes invités par Cantel qui, justement, met sous les projecteurs cette pathologie, l'œil sec. Pourquoi? Parce que nous avons de nouvelles guidelines, nous avons une nouvelle définition, une nouvelle classification, toute une mise à jour de l'œil sec que nous ne pouvons pas ignorer. Et il faut savoir que cette nouvelle définition est très technique, comme vous le voyez, et tous les examens, tout ce qu'elle exige n'est pas accessible à un examen clinique. L'examen clinique peut être mis à défaut, et ça, on le sait depuis plusieurs années par notre patient. Comme je le dis toujours, nous, contrairement aux rétinologues, aux gens qui font le glaucome, nous avons que notre parole. Donc, c'est notre parole contre le patient. Voilà, vous avez un œil sec, point. Et il n'y a rien pour lui prouver. Et on sait que nos patients sont de plus en plus avides et demandent, ils sont très demandeurs d'examens complémentaires et de preuves de leur pathologie. Et surtout, l'examen n'est pas toujours très objectif. Pour les gens qui voient beaucoup de patients sécheresse oculaire et surface oculaire en général, il y a une telle discordance entre les signes fonctionnels et les signes cliniques que on ne peut pas être objectif en faisant un examen. Donc, la question s'est posée. Nous avons de nouvelles guidelines, une nouvelle démarche diagnostique qui nécessite quand même d'être des moyens techniques. Donc, nous avons à notre disposition depuis quelques années plusieurs tests, mais comment choisir parmi ces tests? On ne peut pas tous les faire, ils sont onéreux, ils sont très chronophages, et déjà l'examen est en lui-même très, très, très chronophage. Donc il faudra choisir parmi ces examens les plus pertinents. Donc les plus pertinents veut dire en clinique les plus spécifiques et les plus sensibles dans cette pathologie. Il y en a quelques-uns. Ils ont été étudiés par les DUSE après avoir regardé toute la bibliographie et toutes les études. Donc certains d'entre eux sont plus spécifiques et plus sensibles que d'autres. Bien sûr, la clinique reste le gold standard. On ne va pas oublier l'examen clinique et l'examen à la lampe à fente et aller faire un examen complémentaire. Ça reste un examen complémentaire. Et quand on fait de la surface oculaire, si on n'a pas examiné le patient, quel que soit l'examen complémentaire, on ne fera pas de diagnostic ou au moins on ne va pas évaluer ne serait-ce que l'impact sur la qualité de vie. Donc, un bon examen clinique commence par un bon interrogatoire. Et si cet interrogatoire se finit par un score, c'est encore mieux. Donc, nous avons à notre disposition des questionnaires. Dans la littérature, vous en avez plusieurs, mais dans le DUSE 2, il y en a 2 qui ont pris la grande part, les plus sensibles et spécifiques. Donc, pour les plus pressés, c'est le DQ5, Dry Eye Questionnaire, qui comprend seulement 5 questions, très facile à faire. Vous allez voir, il est fait en salle d'attente par le patient ou par une assistante. Et pour ceux qui veulent aller plus loin ou pour les études cliniques, on utilisera l'Ocular Surface Disease Index d'OSDI. Bien sûr, on va regarder cette surface oculaire. On a dit que c'est une entité anatomique complexe, mais ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle est accessible à la lampe à fente, elle est accessible à nos yeux. Donc, on va regarder ses bords libres, on va regarder la qualité du mébum, une petite pression, on va regarder ce qui se passe. S'il y a un épaississement du mébum, s'il y a un épaississement du bord libre, est-ce qu'il y a des télangiectasies, est-ce qu'il y a des signes inflammatoires au niveau du bord libre, est-ce qu'il y a une blépharite, quelle qu'elle soit. Les dysfonctionnements mébomiens, c'est aussi des chalazions à répétition. Et souvent, chez l'enfant, c'est le premier signe d'un dysfonctionnement mébomien. Il faut savoir y penser, il faut savoir poser les questions parce que l'enfant viendra après avec une rosacée et il vous parlera jamais, les parents ne vous parleront pas de ces chalazions à répétition. Donc, il faudra regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des glandes, au niveau de ces bords libres. La conjonctive, on peut regarder, on a quelques informations, l'hyperémie, certes, mais très, très peu spécifiques, mais on peut avoir une conjonctivite ou une kératoconjonctivite flicténulaire, signe d'une grosse inflammation. Le film lacrymal s'examine, on peut voir qu'il est anormal, il peut être instable,
il peut être, comme vous voyez, mousseux, il peut être filamenteux, donc assez muqueux. Et toutes ces variantes du film Lacrima nous donneront des renseignements sur l'état de sa stabilité. La cornée, bien sûr. Alors, la kératite sèche peut revêtir plusieurs aspects. Ça peut être une kératite ponctuée inférieure, donc ça, c'est la base. Elle peut être totale, confluente ou non confluente, selon la sévérité. On peut avoir, pour des cas plus sévères, des kératites filamenteuses. Donc, vous voyez que nous avons déjà, sur le plan sémiologique, beaucoup de renseignements pour poser un diagnostic et surtout poser un degré de sévérité. Cette fameuse goutte de fluorescéine dont a parlé Béatrice, cette goutte de fluorescéine, il ne faut pas l'oublier, elle nous donne plusieurs informations. Elle va nous renseigner sur la qualité du film lacrymal, donc nous donner ce fameux break-up time. Elle peut aussi nous donner une idée sur le volume, parce qu'on aura une idée à la lampe à fente sur le ménisque lacrymal, même si on ne peut pas vraiment le mesurer, mais on peut voir s'il y a un ménisque ou pas, s'il est bon ou mauvais. Elle va nous renseigner sur le staining, s'il y a un marquage au niveau de la conjonctive, au niveau de la cornée, au niveau du bord libre. Donc cette goutte de fluorescéine, ne jamais l'oublier parce qu'elle nous donne énormément de renseignements. Quand on veut aller encore plus loin, on peut faire, et quand on a à notre disposition, un petit test au verre de lysamine qui va nous montrer toute cette apoptose et cette souffrance au niveau de la surface oculaire. Et bien sûr, ce bon vieux test de Schirmer, quand on l'a, il est aussi très c'est bête, mais je le trouve en anglais, pas en français. C'est pas du tout ma langue maternelle. Donc, il est très utile. Et quand on l'a à notre disposition, le problème du test de Schirmer, c'est qu'il faut qu'il soit bien posé parce qu'il peut être faussé par la façon de le poser sur le patient. Le break-up time. Donc, ce break-up time, son problème, c'est qu'il est un petit peu invasif parce qu'on met une goutte de fluorescéine. Donc, on va mettre une goutte de liquide sur une surface sèche. On va modifier cette surface. Il n'est pas très reproductible. Il est modifiable par la quantité de fluorescéine qu'on met. Donc, la goutte, elle peut être enfin, on ne la mesure pas vraiment. Donc, la quantité peut modifier. Et aussi, elle est variable d'un examinateur à un autre. Donc, c'est un examen qui n'est pas très fiable, ce qui justifie le choix du DUSE pour le non-invasif break-up time qui est un peu plus fiable. Donc, cette nouvelle démarche diagnostique dont je vous ai parlé, il y a un nouveau flowchart qui va nous donner les guidelines pour diagnostiquer un œil sec. Donc, qui va commencer par cet interrogatoire. Il y aura quelques questions pour trier les patients, les mettre dans la case œil sec. Voilà, dans un patient lambda, dans une consultation où on voit 50 patients, il faudrait voir ceux qu'on va mettre dans la case œil sec. Quelques questions sont à poser. Est-ce que votre vision fluctue? Ce que Béatrice disait justement. Est-ce que vous avez cette fluctuation? Elle change pendant la journée ou quand vous lisez, quand vous regardez la télévision? Est-ce que vous avez une sécheresse buccale associée? Est-ce que vous avez une pathologie associée? Donc, on va mettre ce patient dans une case. Après, on va rechercher les facteurs de risque. Les facteurs de risque sont nombreux. Un port de lentilles, Florence va nous éclairer sur ces porteurs de lentilles. Un port de lentilles de contact, une chirurgie réfractive. Vous avez vu que ça modifie la stabilité du film de la surface oculaire et va rompre cette fameuse homéostasie, cet équilibre de la surface. Un tabagisme, une prise de médicaments, qu'elle soit systémique ou topique. Donc, les facteurs de risque sont nombreux. Après, on va commencer notre examen, bien sûr, par l'examen de dépistage, donc les questionnaires, DQ5 supérieur ou égal à 6 ou un OSDI supérieur ou égal à 13. Et puis, on va choisir un seul parmi ces trois critères, parmi ces trois marqueurs de l'homéostasie de la surface oculaire. Alors, un non-invasif break-up time, qui a les mêmes valeurs que le break-up time, donc inférieur à 10 secondes, ou bien l'osmolarité supérieure à 308 milliosmoles dans un œil ou une différence de 8 milliosmoles entre les deux yeux, ou bien un ocular surface staining, donc un marquage qui soit conjonctival, cornéen ou au niveau des bords libres, donc ils ont la même valeur diagnostique. Vous choisissez l'un de ces trois critères. Et vous voyez que là, on est très technique et tous ces critères ne sont pas tous accessibles à un examen clinique dénudé d'examens complémentaires. Puis, on va essayer de mettre notre patient, le poser, le placer dans le spectre, le long spectre qui va de la sécheresse évaporative à la sécheresse d'hyposécrétion. Avant, on les classait exclusivement soit en sécheresse hyposécrétion
ou bien hyperévaporation. Mais dans le 12-2, ce n'est plus le cas. C'est souvent très mixte. Dans la vraie vie, on sait que dans 80% des cas, c'est mixte et il faudra les placer juste dans le spectre. On est plutôt dans l'évaporative. À ce moment-là, on va explorer les glandes de Mébomius et la couche lipidique du film lacrymal, ou plutôt dans l'hyposécrétion. À ce moment-là, on va regarder ce qui se passe au niveau de la glande lacrymale et du ménisque lacrymal. Donc ce fameux non-invasif break-up time, comme vous le voyez, il est automatisé. C'est bien, on a la valeur et c'est très reproductible et vraiment très utile pour l'examen clinique. On ne met pas de gouttes de fluorescéine, c'est pour cela qu'on l'appelle non-invasif. Puis, le volume du film lacrymal, le volume, on peut le mesurer avec cet appareil. Alors, on analyse la stabilité avec le break-up time. Le volume, on peut, comme vous le voyez, c'est la vidéo, elle ne va pas fonctionner, mais... Voilà. Donc, vous pouvez, sur l'écran, mesurer ce ménisque lacrymal qui a une valeur et qui est normal au-delà de 0,2 mm. Donc, on va le mesurer et ça va nous donner une analyse de cette quantité. Donc, on a l'analyse de la qualité de la quantité. Puis, on va analyser les glandes de Mébomius sur le plan structural. Est-ce qu'il y a un raccourcissement? Est-ce qu'on a des tortuosités? Ou bien, carrément, nous avons une atrophie de ces glandes. Donc, on va les voir sur le plan anatomique et aussi, on va les voir en image. Le seul souci, c'est que ce n'est pas encore automatisé. J'espère que la version automatisée va arriver. Mais pour l'instant, nous choisissons nous-mêmes la partie à analyser. Après, nous allons analyser la qualité du film lacrymal, mais la qualité de la couche lipidique par l'interférométrie. Et là aussi, l'appareil nous le fait, vous le voyez. Donc, on fait cligner le patient et nous avons après 7 images sur lesquelles on va choisir. Là, c'est pas automatisé. Donc, on va comparer notre qualité, la qualité du film chez notre patient à l'une des 7 images que nous avons dans la base, dans la data de l'appareil. Donc ça nous renseigne sur la qualité de la couche lipidique, donc sur le fonctionnement des glandes de Mébomius. Et puis, à la fin, nous avons une analyse complète de la surface oculaire. On va remettre au patient une fiche PDF avec toute l'analyse du break-up time, l'analyse du film lipidique, de la couche lipidique, l'analyse des glandes de Mébomius et l'analyse du volume. Et bien sûr, je pense que l'analyse du clignement va venir. Donc, on a une analyse complète de cette surface oculaire qu'on remet au patient et qui va justifier ou pas un traitement et qui va surtout, après le traitement, vérifier l'efficacité de ce traitement. Je pense que Marie-Caroline nous parlera du traitement plus tard et on va parler de justement ce post-traitement. Restera autre chose à analyser. Vous avez vu que dans la démarche diagnostique, il y a aussi un critère majeur qui est l'osmolarité. Pour l'instant, nous avons un appareil assez onéreux, mais je pense que comme dans tout, on va évoluer, on va avoir des dispositifs moins onéreux pour mesurer cette osmolarité qui, critiquée par beaucoup d'ophtalmologistes, mais demeure un critère majeur dans l'analyse de la surface oculaire et dans le diagnostic de l'œil sec de nos jours, donc en 2019. Pour conclure, je n'ai qu'un mot à dire, le meilleur reste à venir, donc restez à l'écoute. Je pense que quand elle est en train de travailler, elle nous a fait rentrer dans une nouvelle ère de diagnostic magnifique, en tout cas passionnante, et on va travailler avec eux pour développer tous ces appareils. Je vais céder la parole au docteur Florence Mallet qui va nous parler des patients porteurs de lentilles et de l'analyse de la surface oculaire chez ces patients. Merci.